Je m'appelle Margot. Toute ma vie, j'ai cru savoir ce que signifiait être mère, élever un enfant avec amour, le protéger, être fière de lui à chaque pas. Pendant 40 longues années, j'ai consacré chaque souffle à mon fils, jusqu'au jour où une confession déchirante m'a révélé la vérité. L'enfant qu'on m'avait remis dans les bras à la maternité n'était pas le mien. Il n'était que la victime d'une terrible erreur survenue ce premier jour. Quand j'ai épousé mon défunt mari, Laurent, j'étais la femme la plus heureuse du monde. Nous nous aimions d'un amour fou et notre seul rêve était d'entendre un jour des rires d'enfants résonner dans notre petit foyer, de connaître cette émotion sacrée d'être père et mère. Mais la bonne nouvelle se faisait attendre. Les années passaient et ce désir d'enfant, d'abord plein d'espérance, s'alourdissait peu à peu d'un désespoir silencieux. Puis, au moment même où nous avions cessé d'y croire, le miracle s'est produit. J'étais enceinte. Ces 9 mois ont été les plus beaux, les plus fébriles de ma vie. Chaque jour avec Laurent, nous rêvions de son arrivée, nous préparions la chambre, nous nous disputions tendrement sur le choix du prénom. Ce bébé n'était pas seulement un enfant, il était la récompense vivante de notre patience et de nos prières. La nuit où les douleurs ont commencé, c'était en plein hiver, une de ces nuits glaciales où le vent fait trembler les fenêtres. L'excitation se mêlait à la peur. À l'hôpital, tout n'était que confusion. Les couloirs débordaient, les infirmières couraient dans tous les sens, et je ne savais pas encore que ce chaos serait le point de départ du drame qui allait bouleverser toute ma vie. Dans la salle d'accouchement, c'était la tempête. Les lumières vacillaient à cause de la panne d'électricité, le grondement du générateur couvrait les cris, et moi, au milieu de tout cela, je me cramponnais à l'idée qu'enfin j'allais tenir mon enfant dans les bras. Après des heures de douleur, un cri a retenti. Un petit cri fragile, la plus belle musique du monde. À cet instant, toutes mes souffrances se sont envolées et des larmes de gratitude ont inondé mon visage. Alors que le sommeil m'emportait, j'ai perçu le va-et-vient incessant du personnel autour de moi. On m'a dit plus tard qu'une autre femme accouchait en même temps et que dans la panique provoquée par la tempête et le manque de personnel, une tragédie silencieuse s'était déjà jouée. Une infirmière épuisée est finalement venue déposer dans mes bras un minuscule paquet. Je l'ai regardé, ce petit être endormi, et un amour pur, absolu a envahi tout mon être. Je ne doutais pas une seconde qu'il était de mon sang, de ma chair. Quand Laurent est entré dans la chambre, la joie dans ses yeux a illuminé la pièce. Nous avions enfin notre fils. Nous l'avons appelé Marc, sans imaginer que cette nuit-là, notre bonheur s'était lié à jamais à la vie d'une autre famille. Depuis le premier jour où nous avons ramené Marc dans notre modeste maison, c'était comme si un soleil s'était levé entre nos murs. Chaque sourire de lui valait une vie entière. Veiller la nuit, lui garder la plus belle part du repas, consacrer toute mon existence à ce petit être, c'était pour moi une grâce, pas un sacrifice. En grandissant, ses cheveux blonds et ses yeux clairs, qui ne ressemblaient ni aux miens ni à ceux de Laurent, suscitaient toujours la curiosité du voisinage. Nous en rions simplement,
qu'il nous ressemble par le cœur, pas par le sang, c'est tout ce qui compte. Et nous l'aimions d'un amour si profond qu'aucun lien biologique n'aurait pu l'égaler. Laurent, mon mari, se dévouait corps et âme à son fils. Il travaillait sans relâche pour que Marc ait la meilleure éducation possible, pour qu'il ne manque de rien. Assurer son avenir était devenu notre raison de vivre, et pour cela, aucun effort ne nous paraissait trop grand. Peut-être à cause de cet amour débordant, Marc devint un enfant capricieux, habitué à tout obtenir. Quand il n'avait pas ce qu'il voulait, il se fâchait vite. Nous trouvions cela attendrissant. Il est si intelligent, il attire les jalousies, disions-nous, sans voir derrière ses colères se cacher déjà une forme d'égoïsme. Mais notre tableau de famille heureuse s'est brisé le jour où la maladie m'a arraché Laurent. Ce fut le fondement de ma vie. Dès lors, Marc est devenu mon unique raison d'exister. Je me suis juré d'être pour lui à la fois mère et père. Nous n'étions plus que tous les deux, et pour qu'il ne ressente jamais le vide laissé par son père, je me suis tuée à la tâche. Je travaillais jour et nuit pour qu'il ait tout ce qu'il désirait, mais plus je donnais, plus il demandait. Mon seul rêve était de le voir réussir, de le voir devenir un grand homme. Quand il fut accepté à l'université, dans une autre ville, mon cœur s'est partagé entre fierté et douleur. Je me disais, c'est ainsi, un enfant doit voler de ses propres ailes. Pour qu'il ne manque de rien, j'ai vendu le petit terrain que Laurent m'avait laissé, ma seule sécurité. Tout l'argent partit dans ses études, son logement, ses dépenses. Pendant que je vivais de presque rien, lui, là-bas, ne manquait de rien. Mais la grande ville l'a avalé tout entier. Des semaines passaient sans qu'il m'appelle. Je tombais malade d'inquiétude et pourtant, il ne se souvenait de moi que lorsqu'il avait besoin d'argent. Chaque demande de sa part était un coup de plus porté à mon cœur de mère. Et quand enfin il est revenu, diplôme en main, j'ai cru revivre. Mais ma joie fut de courte durée. Un soir, il est arrivé accompagné d'une jeune femme, Élodie, une fille de bonne famille, sûre d'elle, raffinée, qui n'avait rien à cacher de son mépris discret. « Maman, nous allons nous marier », m'a-t-il dit, et dans les yeux d'Élodie, j'ai entrevu, sans en tort le comprendre, les douleurs à venir. Je n'ai rien dit quand mon fils a épousé Élodie. Je me suis tue pour que leur bonheur ne soit pas troublé. Et j'ai même vendu tout ce que j'avais pour les aider. Pourtant, Élodie ne daignait jamais reconnaître ses sacrifices. À ses yeux, je n'étais qu'un poids gênant pour le train de vie luxueux de son Larry, un objet usé qui détonnait dans leur élégance. Marc s'est laissé envoûter par l'éclat de cette vie somptueuse. Tout ce pourquoi j'avais tant lutté, les nuits sans sommeil, les privations, les efforts pour l'élever, semblait s'effacer d'un coup. Il n'était plus mon fils respectueux, même dans la pauvreté, mais une silhouette égoïste, manipulée par son épouse. Peu après le mariage,
Élodie a commencé à dénigrer notre maison. La première goutte d'un poison qui allait tout faire basculer. Je ne peux pas rester dans ce taudis. Mes amis se moqueraient de moi, lançait-elle en poursuivant Marc pour le convaincre de vendre. Chaque fois que Marc ne parvenait pas à suivre les dépenses extravagantes de sa femme, il venait chez moi, la main tendue, me demandant de l'argent sans la moindre honte. J'avais déjà vendu ma seule terre pour payer ses études. Maintenant, il me demandait encore, comme si ma maigre pension lui appartenait, pour qu'Élodie s'achète de nouvelles chaussures. Mon cœur de mère se brisait à chaque requête. Un matin de fête familiale, alors que toute la parenté était réunie, Élodie s'est écriée devant tout le monde. « Marc, dis à ta mère d'arrêter de s'habiller comme une chiffonnière, ça salit ton statut !» J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds de honte. Mais ce qui m'a achevé, ce n'était pas tant l'insulte reçue que le regard détourné de mon fils. Il n'a pas ouvert sa bouche pour me défendre. Quand la foule est repartie et que je suis restée seule dans ma maison, la douleur la plus profonde n'était pas seulement l'injure reçue, c'était d'avoir été abandonnée par mon propre fils devant ces gens, de voir qu'il n'avait pas la force de défendre l'honneur de sa mère. Je ne l'avais pas élevé pour qu'il devienne ainsi. Je ne lui avais pas appris que l'argent passe avant la loyauté. Quelques jours plus tard, je trouvai le courage de l'appeler. D'une voix tremblante, je lui dis « Mon fils, les paroles d'Élodie m'ont blessé. Comment as-tu pu rester silencieux ? » Sa réponse m'a brisé une fois de plus. « Maman, ne dramatise pas. C'est sorti comme ça de sa bouche. Et puis toi aussi, fais un effort. Il faut qu'on suive le milieu où nous sommes. » Il m'a repris comme une enfant. Une semaine à peine après cette conversation, ils sont venus chez moi un soir, Marc et Élodie, portant une boîte de gâteaux. Dès l'instant où j'ai vu leur fausse convivialité et les yeux d'Élodie qui scrutaient la maison, j'ai compris leurs véritables intentions. Marc, avec cette familiarité devenue insolente, m'a parlé. « Maman chérie, on veut ton bien. Cette vieille maison t'accable seule. Vendons, on t'achètera un petit appartement dans une belle résidence. » Quand il a prononcé ces mots, j'ai su qu'il ne pensait pas à mon confort, mais bien à la valeur du terrain. La patience qui m'habitait s'est alors envolée. À la place est venu le rugissement d'une mère trahie. Je me suis levée et j'ai crié « Comment osez-vous mettre un prix sur le patrimoine de mon mari, la maison où j'ai vécu toute ma vie ? Je ne la vendrai pas. » Alors le masque d'Élodie est tombé. Elle s'est tournée vers Marc et d'un ton glacial lui a lancé « Je te l'avais dit. Cette femme ne comprendra pas avec de la douceur. » Les paroles venimeuses d'Élodie résonnaient encore contre les murs de ma modeste maison, celle que j'avais bâtie avec Laurent, mon défunt mari. « Continue ainsi, et tu ne reverras plus jamais ton fils. Je te l'arracherai à un point que tu en oublieras jusqu'à son nom. » Elle savait exactement où frapper, là où toute mère est la plus vulnérable, dans l'amour qu'elle porte à son enfant. Je n'ai pas répondu à Élodie. J'ai simplement tourné les yeux vers Marc, mon fils. Et ce que j'ai vu dans son regard, cette faiblesse, cette lâcheté silencieuse, m'a blessée, 1000 fois plus que les insultes de ma belle-fille. Il préférait se taire plutôt que de me défendre. Alors,
Rassemblant tout ce qu'il me restait de force, je lui ai dit d'une voix ferme : « Tu me menaces de m'enlever mon fils, mais il est déjà parti depuis longtemps. » Je leur ai montré la porte, et quand ils sont sortis, j'ai compris que je venais d'assister à l'effondrement de 40 ans d'amour, de sacrifice et de maternité. Mon fils avait choisi l'argent et l'ambition à la place de sa mère. Après leur départ, un silence lourd et glacial s'est installé dans la maison. Marc, sous l'influence de sa femme, m'a rayé de sa vie. Plus d'appels, plus de visites, pas même un simple « Comment vas-tu, maman ?» Je savais que ce silence était une punition, leur manière de me briser pour que je cède enfin et vende la maison. Les mois passaient, identiques et vides, jusqu'au jour où j'ai vu depuis ma fenêtre 2 hommes en costume mesurer mon terrain. J'ai compris, horrifié, que Marc et Élodie, en secret, avaient commencé à vendre la maison comme si j'étais déjà morte. Ce n'était plus une tentative de persuasion, c'était du vol, du mépris, de la cruauté pure. Paniquée, j'ai appelé mon fils. « Marc, qui sont ces hommes devant chez moi ? Qu'est-ce que vous faites derrière mon dos ?» Mais la voix glaciale à l'autre bout du fil m'a fait frissonner. « Maman, tu t'imagines des choses. Il n'y a personne. Tu as du mal voir. C'est l'âge. » Il essayait de me faire douter de moi-même, de ma raison, comme si mes yeux mentaient. En raccrochant, j'ai compris. Il ne voulait pas seulement ma maison, il voulait aussi me dépouiller de mon esprit, me faire passer pour folle, pour que, le jour venu, personne ne m'écoute quand je crierai la vérité. Et l'étape suivante de leur plan fut la plus cruelle. Un matin, on a frappé à ma porte. Élodie se tenait là, accompagnée de 2 agents officiels. Avec son sourire fin, elle leur expliquait que je ne pouvais plus vivre seule, que je perdais la mémoire, que j'avais des hallucinations. Elle avait demandé au tribunal ma mise sous tutelle. J'étais pétrifiée. Ma belle-fille avait falsifié ma signature pour me rendre légalement incapable afin de s'emparer de la maison. Et le pire, c'est que Marc, mon fils, avait laissé sa mère, la femme qui lui avait tout donné, entre les mains de cette femme sans cœur. Ces étrangers étaient assis dans mon salon, sur mon canapé, m'interrogeaient comme à une criminelle. Mon nom, mon adresse, l'année dans laquelle nous étions. Et moi, je me débattais dans le piège monstrueux que mon propre fils m'avait tendu. Chaque réponse lucide que je donnais était aussitôt balayée par les mensonges d'Élodie. Vous voyez, aujourd'hui elle semble bien, mais hier soir encore elle parlait à son mari défunt, disait-elle avec un air faussement inquiet. Je n'espérais plus qu'une chose, voir Marc entrer soudain, s'interposer, crier « Arrêtez, c'est ma mère, vous n'avez pas le droit !» Mais il n'est jamais venu. Et ce qui m'a brisée, ce n'était pas l'humiliation de ces questions, mais de savoir que mon fils avait lui-même organisé ce plan
qu'il était complice de cette ignominie destinée à faire passer sa propre mère pour folle. L'un des hommes, visiblement briefé par Élodie, m'a dit d'un ton condescendant « Madame Margot, vos voisins affirment que vous parlez seule, que vous oubliez souvent des casseroles sur le feu. Vous pourriez mettre le feu à la maison ?» C'est là que j'ai compris. Ils avaient monté tout un dossier de fausses accusations pour me dépouiller, pour m'arracher non seulement ma maison, mais aussi ma dignité. Alors j'ai crié de toutes mes forces « C'est faux! Tout cela est un mensonge! Cette femme invente tout pour me voler la maison que mon mari m'a laissée. C'est elle qu'il faut interroger, pas moi !» Mais mes mots justes et désespérés ne faisaient que confirmer à leurs yeux ma confusion mentale. Élodie a alors porté le coup final d'une voix mielleuse. « Vous voyez, elle fait souvent des crises comme ça. Nous avons peur qu'elle se blesse. » Et les agents ont conclu froidement « Madame Margot, il serait préférable qu'un médecin vous examine. » Puis, ils ont quitté la maison. Je suis restée là, effondrée, consciente que Marc venait d'accomplir la première étape pour me faire enfermer. Le silence qui a suivi leur départ était pire que tout. Il s'est abattu sur ma maison comme un couvercle de tombe. Moi, seule, traitée de folle dans mon propre foyer, entourée des souvenirs de Laurent, sans savoir si demain on viendrait me chercher pour m'enfermer. Dans un ultime élan d'amour maternel, j'ai pris le téléphone. J'ai voulu supplier « Marc, je suis ta mère. Comment peux-tu me faire ça? Comment peux-tu croire ces horreurs ?» Mais il ne m'a pas répondu. Il avait éteint son portable. Et ce silence-là, plus encore que toutes les calomnies, était la preuve qu'il était lui aussi de mèche. Un instant, j'ai songé à appeler les voisins, mais la phrase d'Élodie résonnait encore. Les voisins le disent aussi. Alors j'ai compris, elle les avait déjà tous montés contre moi. Désormais, aux yeux du monde, je n'étais plus qu'une pauvre vieille femme sénile, délirante, qu'on tolère par pitié. Personne ne croirait plus à ma parole. J'ai levé les yeux vers la photo jaunie de Laurent. « Si seulement tu étais là, murmurai-je. Vois ce que ton fils est devenu. Pour s'emparer de ton héritage, il veut me faire enfermer. » J'ai senti ma solitude comme une brûlure. J'étais veuve, trahie, effacée. Mais alors, au fond de cette nuit intérieure, quelque chose en moi s'est rallumé. Une flamme. Je ne pouvais pas les laisser gagner. Je ne pouvais pas permettre qu'ils piétinent la mémoire de mon mari, ni mon honneur. S'ils me combattaient avec la loi, je devais moi aussi apprendre à me défendre. Je ne savais pas encore comment, ni avec qui, mais dans cette obscurité, je cherchais déjà la moindre étincelle d'espoir. Pour riposter à la guerre ignoble que mon fils et ma belle-fille avaient déclenchée contre moi, une guerre destinée à me faire passer pour folle et à me chasser de ma propre maison, il fallait que je rassemble des preuves. Des preuves que cette maison m'appartenait vraiment, que j'étais encore saine d'esprit. Alors je suis montée au grenier pour chercher la vieille mallette de Laurent, mon défunt mari, là où il rangeait toujours ses papiers. Au milieu des malles couvertes de poussière, je fouillais parmi ses souvenirs quand la sonnette s'est mise à retentir, insistante, presque violente. Mon sang s'est glacé. La seule pensée qui m'a traversé l'esprit, Élodie a obtenu la tutelle. Ils viennent me chercher pour m'enfermer. Tremblante, j'ai avancé vers la porte et jeté un œil par le judas. Ni Élodie, ni les agents du tribunal. Devant ma porte se tenait une vieille femme, essoufflée, s'appuyant sur une canne, les traits ravagés par le remords.
Ses yeux brillaient d'une urgence étrange, comme si elle portait un secret trop lourd. « Madame Margot ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, » répondis-je. Alors, elle a tendu vers moi une enveloppe jaunie et a dit « Je ne veux pas mourir avec ce péché sur la conscience. Pardonnez-moi, c'est moi qui ai détruit votre vie cette nuit de tempête. » Avant que je ne puisse lui demander « Qui êtes-vous ? De quelle nuit parlez-vous ?» elle s'était déjà éloignée, disparaissant au bout de la rue. Je suis resté planté sur le seuil, la lettre serrée contre ma poitrine. Moi, qui venais de subir la trahison de mon fils, me voilà maintenant face à une confession surgie du passé. Un aveu qualifié de péché, vieux de 40 ans. Je la regardais s'éloigner, figée, incapable de comprendre le sens des mots « cette nuit de tempête » et « j'ai ruiné votre vie ». Cette lettre semblait annoncer une nouvelle tragédie, une tempête du passé prête à m'engloutir encore une fois. J'hésitais à ouvrir l'enveloppe. J'étais déjà écrasé sous tant de douleur. Je sentais qu'une seule ligne de ce papier pouvait achever mon cœur. Et pourtant, l'expression de remords que j'avais lue sur le visage de cette femme m'empêchait de résister. Je devais savoir. Alors, d'une main tremblante, j'ai ouvert l'enveloppe. Les mots, écrits à l'encre pâlie, disaient « Je m'appelle Aline. J'étais infirmière dans la maternité où vous avez accouché il y a 40 ans. Aujourd'hui, rongée par le remords, j'attends la mort. » À la première phrase déjà, mon cœur s'est mis à battre si fort que j'en ai eu mal à la poitrine. Je lisais, haletante. Elle racontait cette nuit-là, la tempête, les cris, la panique à l'hôpital, la panne d'électricité et surtout qu'une autre femme accouchait au même moment, une femme issue d'une riche famille. Dans la confusion, elle avait échangé les bracelets des deux nouveau-nés et, terrifiée par son erreur, elle n'avait jamais rien dit. La dernière phrase fut comme une sentence. « Madame Margot, l'enfant aux cheveux blonds et aux yeux clairs que je vous ai remis cette nuit-là n'était pas votre fils. Votre vrai enfant, je l'ai donné à la famille aisée. » J'ai senti le sol se dérober sous moi. L'enfant pour qui j'avais tout sacrifié, celui qui aujourd'hui voulait me dépouiller de ma maison, Marc, n'était pas mon fils. Et, quelque part, depuis 40 ans, un autre enfant, mon vrai fils, vivait une vie qui aurait dû être la sienne. Au moment même où j'ai déplié la lettre, le temps s'est arrêté pour moi. Mon esprit refusait d'accepter le sens terrible de ces lignes. Une voix intérieure murmurait que tout cela n'était qu'un nouveau tour ignoble, monté par Élodie pour me faire perdre la raison. 40 ans. J'avais consacré chaque souffle à cet enfant, mes nuits blanches, la meilleure bouchée de mon repas à ma jeunesse. Impossible que ce petit ne soit pas de mon sang. Je me raccrochais à ses premiers rires, à son maman, aux nuits où je veillais son fièvre. Je voulais croire que c'était un mensonge. Pourtant, au même instant, les trahisons récentes, l'égoïsme monstrueux de Marc, sa complaisance devant la femme qui me chassait surgirent dans mon esprit. Une pensée empoisonnée s'insinua. N'est-il devenu si cruel parce qu'il n'est pas de mon sang ? Et ce doute me transperça comme une lame. La douleur était indescriptible. Je ne souffrais pas seulement de la trahison de l'enfant que j'avais élevé. Je pleurais aussi la perte d'un fils véritable, volé il y a 40 ans, dont je n'avais jamais senti l'odeur, jamais tenu la main. Malgré tout l'outrage que m'avait infligé Marc, une question me consumait. Qui était cet autre bébé ? Où vivait-il aujourd'hui ? Quelle existence menait-il, quelque part, loin de moi ? Mon esprit se fixa. Je devais le retrouver. La lettre avait fait basculer ma vie. Le poids de la trahison et de 40 ans de mensonges écrasait mes épaules. Je savais combien le monde extérieur était devenu dangereux pour moi.
Mon cœur me disait de courir trouver Aline pour confirmer la vérité. Ma peur de la menace d'Élodie, de me faire déclarer incapable, me retenait. Je tournais le papier dans mes mains, encore et encore, à la recherche d'un signe de supercherie. Mais l'encre fanée, la fragilité du papier et le remords visible sur le visage de la femme qui m'avait remis l'enveloppe hurlaient la vérité. Ma vie avait été fondée sur un mensonge. Tout s'éclaira d'un terrible sens. La raison pour laquelle Marc m'avait rejetée, m'avait effacée d'un geste, était désormais limpide. Il n'était pas de mon sang. La découverte éroda les derniers restes de l'amour maternel qui me restait. Une distance glacée prit place dans mon cœur. L'affaire de la maison, les titres de propriété, tout cela perdit de sens. Il ne me restait qu'un seul objectif: retrouver, avant de mourir, l'enfant qui m'avait été arraché et lui offrir au moins une étreinte. Mais pour cela, il fallait d'abord sortir de cette prison qu'était devenue ma maison. Au moment même où j'enfilais mon manteau, décidé à braver tout danger pour partir à la recherche d'Aline, quelqu'un frappa à la porte comme pour la briser. Figé, je regardais par le Judas. Devant moi, Élodie, triomphante, souriant d'un sourire perfide. Marc, dans une posture misérable. Et 2 agents de police à leur côté. Je compris alors, glacé. Le piège se refermait sur moi. Derrière la porte, je voyais l'homme pour qui j'avais tout donné, mon fils, revenir avec la police pour faire interner sa propre mère. Ce fut un choc si violent que toutes les douleurs vécues auparavant s'effacèrent d'un seul coup. La seule pensée qui me traversa l'esprit fut pour la lettre que je cachais sur ma poitrine. Si Élodie mettait la main dessus, je perdrais à jamais la seule preuve qui pouvait me conduire vers mon vrai fils. Quand j'ai ouvert la porte, cette femme diabolique s'est aussitôt jetée dans une comédie de larmes. Voyez, messieurs les agents, elle s'enferme depuis ce matin, elle parle à son mari défunt. Aidez-nous, elle pourrait se faire du mal. Elle jouait à la perfection la bru désespérée, pendant que moi je criais « Elle ment, tout est faux, ils veulent me voler ma maison !» Mais l'un des policiers a sorti une feuille glaciale de sa pochette et m'a dit d'une voix neutre « Madame Margot, il existe une requête officielle mettant en doute vos capacités mentales. Une procédure de tutelle a été ouverte. Nous devons, par mesure légale, vous conduire à l'hôpital pour un examen psychiatrique. » À ces mots, toute ma force m'a quittée. Je n'ai même plus eu la voix pour dire « Mon fils, comment peux-tu laisser faire ça ?» Je n'ai fait que le regarder. Marc, mon enfant, mon sang, ou du moins celui que je croyais tel. Et lui, debout, à côté de sa femme, n'a rien dit. Il a simplement détourné les yeux, comme un étranger. C'est ainsi que, vêtue de ma simple chemise de nuit, la lettre serrée contre mon cœur, j'ai été conduite hors de ma maison, souvenir de mon mari Laurent, sous le regard curieux des voisins, et dans l'embrasure de la porte, j'ai aperçu le sourire triomphant d'Élodie, celui d'une femme qui venait de conquérir ce qu'elle convoitait depuis longtemps. Dans la voiture de police, le métal froid sous mes mains, je ne sentais plus la douleur, seulement le vide, un vide glacé,
celui que laisse la trahison d'un fils. Mes doigts agrippaient instinctivement la lettre cachée sous ma chemise. Ce papier était tout ce qu'il me restait, ma vérité, mon salut. Quand ils m'ont poussé à travers les portes de l'hôpital, ce bâtiment immense, avec en lettres noires « Santé mentale », l'odeur d'alcool et de désinfectant m'a frappée comme un mur. J'étais entrée dans l'enfer que Élodie m'avait préparé. Je n'étais plus Madame Margot, j'étais un dossier, une malade. Dans la chambre humide où l'on m'enferma, une infirmière voulut m'enfiler l'uniforme de l'hôpital. J'ai crié « Ne me touchez pas, je ne suis pas folle !» Je résistais pour protéger la lettre. Mais à leurs yeux, mes cris n'étaient qu'une preuve supplémentaire de ma folie. Un jeune médecin est venu s'asseoir devant moi, le ton doux et appris. « Margot, votre fils et votre belle femme s'inquiètent beaucoup. Ils nous ont dit que vous avez parfois des hallucinations. » À cet instant, j'ai compris que le piège était parfait. Chaque mot que je prononçais pour me défendre, « Ils mentent, ils veulent ma maison !» servait seulement à nourrir le diagnostic de paranoïa qu'ils avaient déjà inscrit dans son dossier. Puis la lourde porte métallique s'est refermée derrière moi. Le cliquetis de la clé a résonné dans la pièce comme une sentence. J'étais prisonnière. Marc et Élodie avaient gagné. Ils m'avaient effacée. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la lettre dissimulée contre ma poitrine contenait bien plus qu'un secret. Elle prouvait ma lucidité, ma vérité, et surtout 40 ans de mensonges sur lesquels reposait désormais leur propre nom. La première nuit que j'ai passée dans cet hôpital fut la plus longue, la plus sombre de ma vie. Les gémissements autour de moi, les pas dans les couloirs, les portes verrouillées, tout murmurait la même chose, que je finirais ici, marquée à jamais du sceau de la folie, condamnée à mourir dans ces murs froids, victime de la trahison de mon propre fils. Au matin, je n'ai pas touché à la nourriture qu'il m'avait servie. Mon esprit était ailleurs, fixé sur la lettre. Ce morceau de papier était ma bouée de sauvetage. S'il me la prenait, je perdrais le seul lien qui me reliait encore au monde extérieur, à mon véritable enfant. Alors je me suis juré de la protéger, quoi qu'il en coûte. Quand ils m'ont conduite dans la salle commune, j'ai observé les visages perdus autour de moi, les regards vides, les murmures sans sens. C'est là que j'ai compris le plan d'Élodie. Me faire disparaître lentement, me laisser me dissoudre dans la démence, jusqu'à ce qu'elle puisse s'approprier ma maison sans obstacle. Ce jour-là, j'ai aussi compris une chose. Tant que je crierais « Je ne suis pas folle !» je ne ferais que confirmer leur diagnostic. Si je voulais sortir d'ici, il ne fallait plus qu'ils croient à ma raison, mais à ma docilité. Je devais jouer leur jeu, un jeu dangereux, mais le seul qui puisse me sauver. Alors que je mettais en place ce plan, j'ai croisé Leïla, une jeune aide-soignante au regard triste. Elle venait nettoyer ma chambre. Nos yeux se sont rencontrés. Dans les siens, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la compassion, peut-être même une compréhension silencieuse. À cet instant, j'ai senti qu'elle pourrait devenir ma chance de m'évader. Dès cette nuit-là, j'ai décidé de ne plus crier. J'ai enterré en moi la femme qui hurlait « Je ne suis pas folle !» À sa place, j'ai laissé vivre une autre Margot, calme, obéissante, prenant ses médicaments sans un mot, répondant doucement au médecin « Vous avez raison, docteur, vous savez mieux que moi !» Parce que j'avais compris, ici,
La survie passe par le silence. Cette soumission feinte me permit d'observer Leïla sans attirer l'attention. Je la voyais glisser discrètement un biscuit dans la main d'un vieil homme, chuchoter un mot rassurant à une patiente en pleurs. Elle n'était pas comme les autres, elle avait encore une âme. Et en la regardant, une minuscule étincelle d'espoir s'alluma en moi. Un jour, j'ai demandé à parler au médecin. Je lui ai dit d'une voix douce « Je vais mieux maintenant. Je voudrais rentrer chez moi, revoir mon fils. » Il m'a regardée avec une pitié insoutenable. « Madame Margot, selon votre dossier, Monsieur Marc est désormais votre tuteur légal. Sans sa signature, nous ne pouvons pas vous laisser sortir. » Ces mots m'ont glacé. Le piège était total. À cet instant, j'ai su que Marc ne signerait jamais. Il voulait que je reste ici. Et puisque je n'avais plus rien à perdre, j'ai attendu le bon moment. Ce jour-là, Laïa entra pour changer la poubelle. Le couloir était vide. Je me suis approchée d'elle tremblante. « Ma fille, je n'ai pas d'argent, mais par pitié, aide-moi. » Elle a reculé effrayée. Alors j'ai sorti de sous ma chemise la lettre, la preuve de toute ma vie. Je lui ai tendu. Je ne suis pas folle. Cet homme, celui qui m'a fait enfermer, n'est pas mon fils. Tout est écrit là-dedans. Cette lettre est la preuve. Je t'en supplie, fais-la parvenir à un avocat, à quelqu'un de dehors. C'est ma seule chance. Et à cet instant précis, j'ai confié ma vie, ma vérité et 40 ans de mensonges au cœur d'une jeune fille inconnue. Quand j'ai vu la peur légitime briller dans les yeux de la jeune fille, je lui ai serré la main très fort et j'ai supplié. « Je sais que je te demande l'impossible, ma fille, mais je n'ai personne d'autre. » En plongeant mon regard dans le sien, je ne cherchais pas seulement la compassion d'une employée, je cherchais l'épaule d'une femme qui, comme moi, a reçu des coups de la vie et tient encore debout avec difficulté. En quelques phrases haletantes, je lui ai tout dévoilé. L'homme qui m'a fait enfermer, celui que je croyais être mon fils, veut vendre ma maison. Il m'a fait passer pour folle. Si tu n'apportes pas cette lettre à un avocat, je mourrai ici, oubliée. Au moment où une infirmière passait dans le couloir, nous avons toutes deux sursauté. Sans hésiter, Leïla a glissé la lettre dans la poche de son tablier, puis a saisi sa serpillière et s'est éloignée, emportant avec elle, sans le savoir, le destin de ma vie. Mon secret de 40 ans était désormais confié à la conscience d'une toute jeune femme au milieu d'un couloir d'hôpital glacé. Les 48 heures qui ont suivi furent une attente interminable et insoutenable. Chaque grincement de porte déclenchant en moi la peur que Leïla ait été découverte et que ma dernière lueur d'espoir soit anéantie. Je redoutais aussi que, sur ordre d'Élodie, on m'administre un traitement plus lourd. Mon cœur était en apnée, suspendu à la moindre allée et venue. Le 3e matin, lorsque la lourde porte de fer s'est finalement ouverte, je m'attendais au personnel habituel. À la place, un homme sérieux, en costume et portant une serviette, est entré. Derrière lui, Leïla m'a lancé un clin d'œil presque triomphant, comme pour dire « on a réussi ». À cet instant, tous mes murs de glace se sont fissurés. Leïla n'avait pas cédé à la peur, elle n'avait pas détruit la lettre. Elle avait fait le geste qui m'a sauvé. L'avocat, maître Martin,
m'a expliqué que la jeune aide-soignante n'avait pas seulement apporté la lettre, elle avait aussi fouillé, ou plutôt, avec l'aide de l'avocat, retrouvé les archives de l'hôpital et exhumé la déposition écrite d'Aline, une déclaration officielle, étouffée à l'époque, emplie de remords. J'ai fondu en larmes, reconnaissante de la bravoure de cette fille qui a cru ma détresse. Ce même jour, Élodie et Marc, venus accélérer la procédure de tutelle à l'hôpital, se sont retrouvés face à mon avocat et aux preuves irréfutables. Le visage hautain d'Élodie s'est figé, sa morgue a cédé la place à l'effroi d'une criminelle prise sur le fait. La supercherie était démasquée. Non seulement Marc n'était pas mon fils biologique, mais toutes les accusations de folie portées contre moi n'étaient que des mensonges savamment construits. Les deux tyrans, ceux qui m'avaient chassé et fait porter l'étiquette d'instable, ont quitté l'hôpital escortés par la police. Et moi, grâce à la ténacité de Leila et au travail de Maître Martin, j'ai franchi la porte de cet enfer en femme libre. 40 ans d'amour n'étaient pas pour rien. Le mensonge qui avait gouverné ma vie prenait fin. Mais mon histoire véritable commençait à peine. Il me restait à retrouver l'enfant qui m'avait été arraché et la famille riche mentionnée dans la lettre. Aujourd'hui, enfin, ma quête reprenait.